Les Esséniens étaient une petite communauté juive vivant à peu près au IIe siècle avant notre ère, jusqu'à peu près le 1er siècle de notre ère en Judée. La Judée qui correspond à l'actuelle Cisjordanie et Israël. Nous ne disposons pas beaucoup d'informations écrites et historiques concernant les Esséniens. En effet, il n'y a que 3 auteurs qui leur étaient contemporains qui parlent et décrivent la communauté essénienne. À ces 3 auteurs, nous avons aussi des passages d'une trentaine de manuscrits de la Mer Morte qui nous donnent quelques informations sur cette communauté, mais hormis cela, rien de plus d'un point de vue littéraire historique. Il y a par contre des fouilles archéologiques qui sont faites depuis les années 1950, notamment sur le site de Qumran, proche de la Mer Morte, qui viennent compléter les informations que nous avons sur les Esséniens. Comme vous le voyez, les informations que nous avons sur les Esséniens sont donc très limitées. Voyons les différentes sources d'informations que nous avons. J'ai dit que nous avions des auteurs de l'époque, les manuscrits de la Mer Morte et les fouilles archéologiques. Les 3 auteurs contemporains de l'époque qui ont écrit sur les Esséniens sont Flavius Joseph, Philon d'Alexandrie et Pline l'Ancien. Ces 3 auteurs vivaient à l'époque des Esséniens et les ayant côtoyés nous donnent des descriptions précises sur leur mode de vie et qui ils étaient. De ces 3 auteurs, c'est Flavius Joseph qui nous donne le plus d'informations et descriptions. C'est donc, si l'on peut dire, la source principale d'informations. Flavius Joseph était un historien juif qui vécut de l'an 37 à l'an 100 de notre ère. Ses 2 écrits sont la guerre des Juifs et les antiquités judaïques. Les autres écrits plus tardifs que nous avons sur les Esséniens sont principalement des études écrites plusieurs siècles après, citant ou proposant des analyses de ces quelques écrits. Les manuscrits de la Mer Morte sont de nombreux écrits, à peu près 870 écrits, qui ont été retrouvés au nord-ouest de la Mer Morte, dans l'ancienne ville de Qumran, en Cisjordanie, de 1947 à 1956. Ce sont des anciens manuscrits ou morceaux de parchemin qui ont été retrouvés dans des jarres et qui correspondent aux plus anciens écrits bibliques juifs que nous avons. Ces parchemins ont été analysés par les scientifiques et auraient été écrits pour quelques rouleaux au IIe siècle avant notre ère, pour la majorité des rouleaux au 1er siècle avant notre ère, et enfin un petit nombre au 1er siècle de notre ère. Dans leur contenu, ce sont des copies de l'Ancien Testament, des prières, des commentaires de passages de la Bible, des visions de l'Apocalypse, ainsi que des règles de communauté religieuse, le Yahad. C'est cette partie qui nous intéresse. Enfin, comme source d'information, nous avons, comme je l'ai dit, les fouilles archéologiques qui, quant à elles, viennent confirmer ce que nous supposions ou savions déjà. Alors, comme vous le voyez, nous n'avons que très peu de sources historiques sur les Esséniens, mais suffisamment, je dirais, pour pouvoir les décrire et connaître les grandes lignes de cette communauté. Pour ma part, j'ai aussi regardé du côté de la littérature mystique ou dite ésotérique pour compléter les informations que l'on peut trouver. Et dans ce cadre, mes sources de lecture ont été Daniel Meroy et Anne Givaudan. Commençons cette présentation des Esséniens par définir ce que veut dire le mot essénien. L'étymologie du mot essénien est Assia, ce qui en araméen veut dire guérisseur,
De nos jours, il faut surtout comprendre ce terme dans le sens thérapeute. En grec, le mot assia signifie également adorateur ou dévot. On peut donc retenir pour la signification du mot essénien une communauté principalement de thérapeutes, mais aussi d'êtres dévoués spirituellement. Pour compléter la description du mot essénien, on peut aussi considérer ce que nous disent les manuscrits de la Mer Morte sur cette communauté, qui n'est pas des moindres. Une trentaine d'écrits décrivent un peuple, une communauté qu'ils nomment le Yahad, ce qui veut dire « fils de vertu » ou « fils de lumière ». Les trois auteurs historiques que j'ai cités précédemment dépeignent eux aussi les Esséniens avec des termes les plus élogieux, notamment comme des exemples de sagesse pratique, un peuple unique ou même un peuple éternel. Enfin, si l'on regarde un peu plus tard dans le temps, nous avons Eusèbe de Césarée, qui était un évêque en Palestine au IIIe siècle de notre ère, qui dans ses textes nous décrit les thérapeutes esséniens comme les premiers chrétiens convertis par Marc. Pour lui, les Esséniens incarnaient donc au mieux les principes donnés par Jésus, des principes d'amour, de fraternité et de paix. Je dirais même plus, une vie exemplaire dans la recherche de pureté et continue de s'approcher du divin. Donc, comme vous le voyez, toutes les descriptions que nous avons nous dépeignent une communauté qui s'est distinguée par une vie exemplaire, fraternelle, harmonieuse et sage. Alors voyons maintenant qui étaient les Esséniens selon ces différentes sources. D'un côté, ils sont décrits dans certains passages comme des ascètes célibataires, pauvres, pratiquant quotidiennement des ablutions, c'est-à-dire l'immersion dans les bains et l'abstinence des plaisirs du monde, vivant reculés du monde sans rien. D'un autre côté, on nous parle aussi d'Esséniens vivant dans des villages en communauté, partageant leurs biens, pour certains mariés. Et puis, on cite aussi des thérapeutes esséniens qui excellaient dans leur art de la médecine. Ce ne sont pas les seules contradictions qui sont faites. Nous rencontrons aussi d'autres contradictions sur leurs origines, c'est-à-dire soit une communauté existant juste un siècle ou deux avant notre ère, ou selon d'autres passages, une communauté dite millénaire. Les informations que nous pouvons lire semblent donc sur certains points s'opposer. Pour ma part, je pense que les auteurs ont décrit un groupe d'Esséniens qu'ils ont côtoyés sans avoir assez de hauteur ou recul pour voir que dans les Esséniens, il y avait certainement des groupes ayant des vies différentes. Les fouilles archéologiques, quant à elles, nous permettent de déduire qu'il n'y a pas forcément de contradiction dans ces descriptions, mais tout simplement le portrait de deux communautés esséniennes qui choisissaient de vivre de façon différente, soit en village, en communauté et en partage, ou soit ayant choisi une vie monastique, ascétique, reculée avec plus d'interdits. Concernant les différentes communautés ou mouvements religieux en Judée, il y avait, je le rappelle, en plus des Esséniens, les pharisiens, qui correspondaient au groupe religieux et politique juif, les sadducéens, qui correspondaient aux membres du clergé, qui étaient recrutés d'aristocratie sacerdotale. Il y avait aussi les zélotes, qui eux correspondaient davantage à un mouvement politique ou religieux, s'opposant avec force à l'invasion des Romains à l'époque. Enfin, il y avait les Nazaréens, les Nazarites, qui étaient un autre groupe religieux juif qui choisissait une vie monastique. On confondait alors souvent les Esséniens avec les Nazaréens, alors que leur mode de vie et croyances différaient. Enfin,
On faisait souvent référence à la communauté essénienne en les appelant le village des frères. Les informations que nous avons nous disent que les Esséniens devaient être au nombre entre 1500 et 4000 personnes. C'est donc une petite communauté comparée au reste de la population en Judée. Il y avait ceux qui avaient choisi une vie monastique, une voie d'ascète, reculés dans leur monastère. Je pense que c'est à eux que font référence les auteurs historiques en décrivant des vies austères et difficiles concernant les Esséniens. Mais il y avait aussi ceux qui avaient choisi de vivre dans des petits villages hors de Jérusalem ou des autres grandes villes, choisissant de vivre en communauté, une vie de partage, que ce soit leurs biens, leur travail, mais aussi leurs repas et moments quotidiens. Les petits villages esséniens correspondaient à des regroupements de plusieurs maisons, faites d'assemblages de torchis et de pierres, entourés de quelques arpents de terre qui suffisaient pour faire les récoltes quotidiennes et s'alimenter. Comme il n'y avait pas ce désir d'accumulation et de s'enrichir, il n'y avait que les arpents de terre nécessaires et utiles pour leur vie en communauté. Un petit muret entourait ces maisons et ces terres et définissait l'enceinte sacrée du village. Les terres étaient travaillées par les personnes de la communauté sans que soit réclamée la propriété de chaque terre. Les récoltes étaient partagées équitablement, ce qui permettait une harmonie dans le village. S'ils ne faisaient pas ce travail agricole, les Esséniens travaillaient à ce qu'ils avaient appris, que ce soit le tissage, la poterie, le travail du bois ou autres travaux, et fonctionnaient en échange de biens. Il y avait beaucoup d'entraide entre eux. Il n'y avait pas de lien hiérarchique ou de sentiment de supériorité entre eux, chacun étant égal face au Créateur ou Dieu, qu'ils nommaient Aoun ou le sans-nom. Les enfants vivaient avec leurs parents dans une maison, mais de fait de cette liberté de mouvement et d'harmonie dans les petits villages, il arrivait que leur éducation soit complétée par leurs voisins et amis, par des frères plus âgés et sages, qui étaient soit de passage, soit vivaient au village. Leurs repas étaient pris en groupe et ils partageaient leur nourriture ensemble. Ils préparaient le repas à ce qui est écrit dans le calme et la prière, afin de bénir et sanctifier la nourriture qu'ils allaient ingérer, et ainsi se relier au divin qui leur avait offert de quoi manger. Le repas était pris en silence et leur nourriture était végétarienne. Leur vie était relativement donc simple, car n'ayant pas de désir de s'enrichir matériellement, ils jouissaient au mieux de ce qui était à leur disposition et faisaient ainsi plus le culte de l'âme. D'ailleurs, en tant que communauté juive, leurs croyances différaient sur certains points des autres courants juifs de l'époque. Ils croyaient par exemple à la vie après la mort et à la réincarnation, considérant l'âme comme immortelle, alors que les Sadducéens n'y croyaient pas. Ils ne faisaient pas de sacrifices, comme il était courant de voir à l'époque, car ils avaient opté à d'autres formes de purification. Les Esséniens insistaient sur le rôle du destin, de la divine providence en toute chose, alors que, par exemple, les pharisiens et sadducéens croyaient, eux, plutôt au libre arbitre. Ils respectaient scrupuleusement le repos du sabbat, plus strictement que les autres courants du judaïsme de l'époque. Les repas étaient préparés la veille, aucun travail n'était permis, aucun ustensile transporté d'un endroit à l'autre. Les repas devaient sans doute rester simples, car les Esséniens s'astreignaient à ne pas aller à la selle le sabbat, afin de ne pas être amenés à faire des travaux interdits. Une autre différence qui n'est pas des moindres était le fait qu'il n'y ait pas d'esclaves et leur pratique de la justice qui faisait référence à l'époque. Enfin, vous le savez peut-être, ils avaient aussi un calendrier différent, car l'année
essénienne durait 364 jours. Cela explique pourquoi ils célébraient certaines fêtes juives quelques jours avant que les autres communautés juives les célèbrent. J'ai par contre oublié de vous dire qu'à l'époque en Judée, on parlait plusieurs langues. L'hébreu bien évidemment, mais aussi le grec. La langue essénienne, quant à elle, était l'araméen. Pour revenir sur leur vie fraternelle et harmonieuse, leur respect de toute vie ne se limitait pas à l'être humain, mais réellement à tout type de vie qui les entourait, que ce soit animal, mais aussi végétal. Ils prenaient soin de tout élément vivant, considérant que le Très-Haut imbibait de sa vie chaque élément, et ils respectaient ainsi cette vie qu'ils reconnaissaient. Cela touchait aussi le monde minéral. Vivant hors des grandes villes à l'époque, en petites communautés, proches de la nature et de façon simple, et faisant un travail intérieur sur eux, ils avaient donc tout naturellement développé une grande sensibilité. Quand je dis sensibilité, je ne dis pas sensiblerie, mais plutôt écoute ou attention à ce qui est moins perçu par nos cinq sens, par notre mental, mais qui est riche d'informations. Ayant ce désir si profond de purification intérieure, il est normal qu'ils aient développé, je dirais, leurs intuitions, une écoute du cœur, qui, comme l'a dit plus tard Saint-Exupéry, en disant qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, une perception ou une vision plus ample, imprégnée de compassion et d'empathie, une perception plus riche, car allant au-delà des apparences ou de ce qui est dit. Alors, pour les personnes ne vivant pas ainsi, cela pouvait provoquer l'admiration, la crainte ou l'incompréhension. Flavius Joseph écrit par exemple que certains Esséniens savaient prévoir l'avenir à force de s'exercer par l'étude des livres sacrés, les purifications variées et les paroles des prophètes. Et il est rare qu'ils se trompent dans leurs prédictions. On voit donc bien que les Esséniens communiquaient avec les esprits ou les anges, ou ce que nous pourrions appeler de nos jours l'invisible ou plan supérieur. Ils avaient développé en grande partie une grande sensibilité et établissaient dans leur cœur un lien profond et de respect avec ces autres plans de vie. Revenons à leur vie quotidienne. Pour eux, la purification était très importante, comme je l'ai dit. À ce titre, ils prenaient dans la journée plusieurs bains d'eau froide, d'une part pour se purifier physiquement, bien évidemment, mais aussi se purifier intérieurement, dans le sens purifier ou clarifier nos pensées et nos émotions, et se rendre ainsi le plus transparent, pur ou disponible face au divin. Il y a aussi dans l'étape du bain ou de se laver, la démarche de clôturer une activité que l'on vient de faire et se rendre disponible à la nouvelle activité qui s'en vient. On retrouve dans les ruines du monastère de Qumran ces bains, mais aussi à la forteresse de Masada. C'est grâce à ces observations que les archéologues ont pu déduire qu'une partie des Esséniens, ayant vécu au monastère de Qumran, auraient fui et pris refuge à la forteresse de Masada en l'an 68, lorsque les Romains ont réagi et fait face aux révoltes juives en envoyant des légions tout détruire. Ce principe de purification par l'eau est retrouvé dans le baptême et le rituel que faisait Jean le Baptiste, qui était d'ailleurs de famille essénienne. Les prières et les chants tournés vers le divin, Aoun ou le sans-nom, rythmaient leur journée et occupation. Il faut comprendre que leur démarche était sincère et que cette communion spirituelle était très présente. C'est pour cela que leur journée était rythmée par les prières. La pratique de la méditation, pour ceux vivant dans les villages, n'était pas spécialement utilisée. Ils chantaient plutôt, récitaient leurs mantras ou des sons qui leur étaient propres.
Les Esséniens avaient la particularité, qui a beaucoup de sens, je crois, d'associer l'activité physique et l'activité, je dirais, spirituelle, car ils ne dissociaient pas l'un de l'autre. La matière est importante car elle permet à l'âme de s'incarner, et grâce à la matière, nous faisons l'expérience terrestre. Ils ne rejetaient donc pas l'importance et le sacré du corps humain et l'utilité des tâches physiques qui peuvent apporter joie ou tristesse, dépendamment de notre état intérieur. Mais en associant les deux, ils permettaient aux spirituels de prendre plus forme et ancrage en eux. On pourrait dire qu'ils comprenaient que le spirituel a besoin de la matière pour s'incarner et que le matériel a besoin du spirituel pour s'élever. C'est cet aller-retour vers le haut et le bas qui avait son sens. Comme on pourrait dire l'harmonie de l'arbre qui a aussi bien des racines dans le ciel que dans la terre. Ils se saluaient en mettant la main droite sur l'emplacement du cœur, signe de respect et de reconnaissance fraternelle entre eux, mais aussi d'authenticité avec soi-même et son âme. Voyons à présent une journée type selon les descriptions qui ont été faites. Le réveil se faisait avant le lever du soleil. Les Esséniens adressaient une prière à Dieu dont le soleil représentait le reflet. Au premier rayon, ils semblaient demander la lumière de leur intelligence et le bonheur de leur vie. Après la prière, il y avait le travail manuel. La plupart des Esséniens étaient employés à cultiver la terre, tandis que d'autres exerçaient des métiers compatibles avec leur vie calme et retirée. Le fruit de leur travail était partagé avec la communauté ou faisait l'objet d'échanges, de trocs. À 11 heures, ils quittaient le travail pour se rassembler dans un même lieu. Ils prenaient un bain dans l'eau froide, puis se retiraient dans leurs cellules. Ainsi purifiés, ils changeaient d'habit, qu'ils regardaient comme sacrés, puis se rendaient au réfectoire pour le repas commun. Leur démarche était solennelle, le silence rigoureusement observé. Allez voir, Flavius Joseph écrit qu'on les croirait dans un temple. Était récitée une prière, et alors seulement les convives pouvaient manger le pain et l'unique mets qui composait leur frugal repas. Une prière terminait le repas, Dieu était remercié d'avoir ainsi pourvu à leur subsistance, puis chacun déposait ses habits dont il s'était revêtu pour retourner au travail. À la nuit tombante, ils se réunissaient à nouveau pour le repas du soir, précédé et suivi des mêmes cérémonies. Pour les Esséniens, le soleil était très important, car le soleil est l'astre créateur, source de vie, qui peut représenter la source de création ou de Dieu. Mais ils avaient aussi un lien et une affection toute particulière avec la planète Vénus, qu'ils appelaient Ishtar ou lune-soleil, représentant pour eux le mystère et la lumière. Voyons maintenant la vie des Esséniens qui avaient choisi la vie de moine. Leur vie était beaucoup plus ascétique et difficile que ceux vivant en village. Ils vivaient reculés dans un monastère sans bien. Flavius Joseph cite qu'ils étaient célibataires, volontairement pauvres et pratiquant l'immersion quotidienne et l'abstinence des plaisirs du monde, le célibat les caractérisant donc. Pline, par exemple, les décrit en disant qu'ils vivaient sur les rives occidentales de la mer Morte, sans femme, ayant renoncé à tout désir sexuel, sans argent, ayant les palmiers que pour seule compagnie. Comme on le voit, leur vie était très ascétique, avec une grande discipline où la volonté était très importante, menant peut-être des fois à une certaine rigidité intérieure.
il y avait peu de monastères esséniens. Le plus connu est celui de Qumran, qui se trouvait au nord de la Judée, proche de la mer Morte. Les moines esséniens qui y vivaient étaient très respectueux de leurs traditions et de leurs lois, et pouvaient paraître durs ou rigides pour ceux vivant hors de ce monastère. Ce monastère était en effet réputé pour la vie ascétique dure qui y régnait. Selon les fouilles archéologiques, ce monastère aurait été construit à peu près 134 ou 100 ans avant notre ère, sur les ruines d'un fortin israélite de l'âge de fer. Il a été détruit par les Romains lors des révoltes juives, vers les années 68-70, par les légions romaines. Après 2000 ans, il ne reste bien évidemment que peu de ruines de ce monastère, mais c'est à côté de ce monastère, dans des grottes, qu'ont été retrouvés les manuscrits de la mer Morte. Il existait aussi un autre monastère très important pour les Esséniens, qui était le monastère de Carmel, à côté de l'actuelle ville d'Haïfa, c'est-à-dire au nord-ouest d'Israël, proche de la mer Méditerranée. Pour vous représenter la distance entre ces deux monastères, 170 km les séparent, ce qui correspondrait à 36 heures de marche. L'un à l'ouest, proche de la mer Méditerranée, et l'autre à l'est, proche de la mer Morte. Le monastère du Carmel pouvait paraître moins, je dirais, rigide que le monastère de Qumran. Son histoire est bien différente. C'était un ancien temple égyptien construit sous le pharaon Amenhotep ou Amenophis III, à peu près 1400 ans avant notre ère. À l'époque de son fils le pharaon Akhenaton, avaient été regroupées les connaissances thérapeutiques disponibles à l'époque, qui, je vous le rappelle, étaient très avancées sur de nombreux points. C'est par exemple en Égypte antique que l'on retrouve les premiers implants dentaires. Cette connaissance médicale, que l'on peut qualifier d'initiatique, ne se limitait pas uniquement au corps physique et à l'anatomie, mais aussi à ce qui anime le ka pour les Égyptiens. De nos jours, nous pourrions dire l'âme, car à l'époque, on ne séparait pas autant le corps et l'esprit. Il y avait donc toute cette connaissance physique et anatomique, mais il y avait aussi une connaissance plus holistique de l'être humain, une connaissance de ce qui anime le corps et de sa constitution énergétique. Les Égyptiens, régnant sur le bassin méditerranéen à leur époque, avaient créé plusieurs ambassades pour garder cette connaissance principalement thérapeutique qu'ils avaient accumulée. Le monastère de Carmel, sur les rives de la Méditerranée, était l'une d'entre elles. C'était donc un lieu très réputé pour les connaissances avancées de la médecine à l'époque. Je vous rappelle la citation que j'ai faite au début de cette présentation et de ce que l'on disait des Esséniens. Ils savaient mieux guérir que les médecins des villes et ils avaient une grande réputation de guérisseurs reconnus dans le bassin méditerranéen. Pendant plus de 14 siècles, cette très grande connaissance égyptienne de la médecine a été transmise de façon orale dans ces murailles à des jeunes personnes qui étaient soigneusement sélectionnées. Vivaient au monastère Carmel des moines, mais aussi les futurs thérapeutes qui venaient suivre leur formation. De jeunes Esséniens étaient soigneusement sélectionnés dans les villages et passaient plusieurs années à être formés, à peu près entre 7 à 10-12 ans, avec une discipline très exigeante pour être de futurs thérapeutes. Ils y développaient ainsi leur capacité psychique, mais il y avait tout ce travail intérieur pour développer leurs qualités propres et faire fleurir en leur âme une ouverture de cœur. Leur pratique durant la journée était prière, méditation, contemplation et la récitation de mantras. Ils étudiaient les textes anciens et les paroles des prophètes, mais aussi le grec, l'astronomie, les plantes pour connaître les spécificités de chacune
la qualité et les vertus de chacune d'entre elles. En plus de ces pratiques journalières concernant leur étude de la médecine, ils devaient apprendre l'anatomie du corps humain, mais aussi ce qui l'anime, les différents systèmes énergétiques, on pourrait dire les courants de vie qui animent le corps. Ils étudiaient aussi les blessures ou souffrances de l'âme, ce qu'on appellerait de nos jours les blessures psychologiques. À l'époque, je vous le rappelle, n'était pas tant séparé le corps physique de l'esprit ou de l'âme. Ainsi, les courants de vie et toute cette fluidité qui anime le corps étaient réellement pris en compte. Les thérapeutes esséniens, à force de longues années de pratique, avaient développé leur sens, je dirais, subtil, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à voir au-delà de ce que l'œil traditionnel perçoit. Ils percevaient autour des hommes des lumières qui témoignaient l'état de santé des hommes et permettaient de mieux comprendre son histoire. Ces lumières, on les appellerait de nos jours les auras, que ce soit les auras qui témoignent de notre vitalité, mais aussi nos émotions, nos pensées ou nos liens avec le passé. Les manuscrits de la Mère Morte, mais aussi Flavius Joseph, nous parlent d'imposition de mains et de guérison. Les Juifs et habitants de la Judée allaient voir les Esséniens parce qu'ils avaient de très bons résultats de guérison. Imaginez pour que les auteurs disent qu'ils guérissaient mieux que les docteurs des villes. C'est pourquoi je pense qu'on les considérait comme des magiciens, car ne pouvant expliquer ce qu'ils faisaient de façon rationnelle ou avec leur connaissance de l'époque, ils caractérisaient comme magie leurs actes, alors qu'en fin de compte, c'est juste une connaissance de lois ou de sciences qui ne nous est pas encore connue. De nos jours, par exemple, on pourrait faire référence à des notions de physique quantique. Alors, dans ce sens, on pouvait considérer les thérapeutes esséniens comme des magiciens, car on ne comprenait pas très bien leur mode de soins, mais on voyait qu'ils avaient de très bons résultats. Les thérapeutes prodiguaient leurs soins dans des bedside, qui à l'époque était un réseau de dispensaires plus ou moins souterrains à travers toute la Palestine de l'époque. Ils pouvaient être aussi cherchés, et dans ce cas-là, ils se déplaçaient bien souvent par nombre de 2 thérapeutes. Leurs soins étaient gratuits ou sur base d'échanges. Les femmes juives qui allaient accoucher allaient souvent voir ces thérapeutes esséniens, mais on allait aussi les chercher pour des maux qu'on ne savait pas traiter simplement ou que les docteurs ne pouvaient résoudre. En s'adressant aux patients, les thérapeutes esséniens parlaient souvent de guerre intérieure, en demandant contre qui ou contre quoi était en guerre la personne. Pour eux, cette lutte intérieure avec le temps prenait plus de poids en lettres jusqu'à créer des tensions et des blocages, pouvant mener jusqu'à la maladie. Bien évidemment, leur vision n'était pas que celle-ci, mais elle témoigne leur regard holistique. On venait ainsi soigner le corps, mais aussi l'âme. Les Esséniens, ayant une grande connaissance des plantes, utilisaient des onguents ou des huiles lors de leurs soins. Ils utilisaient aussi le son avec un mode de chant qui leur était propre, qui était appelé la voix de lait, une méthode de soin par le son qui consistait à mettre le son juste pour permettre à chaque contrepartie énergétique du corps de vibrer harmonieusement et retrouver ainsi fluidité et santé. Voyons maintenant un autre thème, leurs origines, qui est assez floue. Nous avons une partie des manuscrits de la Mère Morte, écrite par des Esséniens, qui remonte jusqu'à 200 ans avant la naissance du Christ. Cela nous permettrait d'identifier leurs origines au moins à 2 siècles avant notre ère. Mais nous avons aussi Pline l'Ancien qui mentionne que les Esséniens étaient un peuple millénaire et éternel, et dans lequel cependant ne naît personne.
nous n'en savons pas plus d'un point de vue historique. Pour en savoir plus, il faut essayer de prendre du recul sur l'histoire et la géographie pour considérer certaines pistes et essayer de confirmer celles-ci par des sources plus mystiques. À ce titre, leurs origines les fait remonter à leur voisine l'Égypte ancienne. Je vous rappelle que les Esséniens honoraient la parole de Moïse et les grands guides qui lui ont succédé. Ils considéraient que certains de ces grands guides, comme Ézéchiel et Élie, avaient été de la race essénienne, mais ne clamaient pas cette vérité de peur d'être lapidés. Il y a, je pense, un lien évident entre l'Égypte antique et Moïse et la communauté essénienne. Je vous rappelle qu'en Égypte ancienne, il y avait toute une communauté d'Hébreux qui vivaient réduits principalement en esclavage, et que Moïse, vers le XIIe siècle avant notre ère, avec l'accord du Pharaon, a eu la mission d'amener les Hébreux hors d'Égypte. Dans cet exode, se sont joints des prêtres initiés aux anciennes thérapies, et ces informations ont été transmises avec le temps à un groupe restreint de mystiques. Plus tard, car en plus de plusieurs siècles, ces mystiques se sont regroupés petit à petit pour former une petite communauté, ce qui donna naissance à cette fraternité essénienne. Dans cette communauté, deux groupes se forma, l'un désirant vivre une vie monastique et un autre désirant vivre une petite vie en communauté villageoise. Concernant la fin des Esséniens dans l'histoire, là encore, nous n'avons pas beaucoup d'informations. On sait que cette petite communauté fut très grandement décimée par les ripostes des légions romaines lors des révoltes juives vers les années 68 et 70. On sait que beaucoup d'Esséniens ont été tués au monastère de Qumran et à la forteresse de Masada, où ils ont préféré se donner la mort que d'être torturés ou tués par les Romains. Les fouilles archéologiques nous laissent aussi penser que certains Esséniens se seraient enfuis vers l'Occident et le Proche-Orient. Par la suite, comme la connaissance qu'ils avaient reçue de façon orale, une partie de leur connaissance aurait continué à circuler de façon souterraine. On peut voir des liens entre les Esséniens et le peuple cathare ou encore les Rosicruciens dans certaines de leurs disciplines et dans leur ascèse. Mais malheureusement, on n'en sait pas plus. Pour finir sur cette présentation, malgré les descriptions élogieuses qui ont été faites sur les Esséniens, je vous propose de ne pas considérer cette communauté comme parfaite, mais plutôt comme un exemple de communauté ayant réussi à vivre de façon harmonieuse, fraternelle et proche de leurs principes spirituels. Il n'est pas, je pense, l'idée d'essayer de recréer une communauté essénienne à notre époque, mais plutôt de s'inspirer de cette fraternité, amour et pureté qu'ils ont cherché à vivre. J'espère que cette présentation vous aura plu et intéressé.